Quatrième partie, le retour des rois. Chapitre 31. Les premiers retours, Nestor, Diomède et Teucer. Bien que les rivages de Troie ne fussent séparés de ceux de la Grèce que par la mer Égée, large d'environ 400 km, la traversée n'était pas, à cette époque, une petite affaire. Les Grecs ne disposaient en effet ni de cartes marines, ni d'instruments de navigation qui leur permissent de se repérer et de tenir leur cap. En outre, leurs navires n'étaient équipés que de voilures rudimentaires, capables seulement de les porter dans la direction du vent. C'est ce qui explique que le retour des rois et de leur armée fut généralement long et difficile. 3 d'entre eux, cependant, eurent une traversée facile. Nestor, le vieux roi de Pylos, âgé alors de 90 ans, fut le premier à partir, non sans avoir pris congé avec émotion de ses compagnons, et notamment d'Ulysse, qui lui était particulièrement cher. Nestor ne manqua pas, à cette occasion, d'énoncer quelques-unes des sentences philosophiques dont il avait le secret. À Ménélas, qui lui demandait s'il ne craignait pas les difficultés et les périls du voyage, il répondit par exemple: « L'attente du malheur est plus dure à supporter que le malheur lui-même. D'ailleurs, du mal que l'on redoute comme du bien qu'on espère, il ne survient jamais que la moitié. » Et comme Ulysse lui demandait ce qu'il comptait faire en rentrant chez lui, « J'ai des projets jusqu'à l'âge de 120 ans, assura-t-il. Après, il sera temps d'aviser. » Nestor était réputé pour son expérience et sa sagesse, mais comme cela arrive souvent, ses défauts s'étaient accentués avec l'âge. Jeune, il avait déjà tendance à être bavard. Vieux, il était devenu radoteur et répétait inlassablement ses souvenirs à qui voulait bien l'écouter. C'est pourquoi, malgré l'affection et le respect qu'il inspirait, ses compagnons évitaient par tous les moyens de se trouver en tête-à-tête avec lui. Curieusement, c'est précisément ce travers de Nestor qui lui valut de rentrer chez lui rapidement et sans encombre. En effet, dès qu'ils se furent embarqués avec lui, sur un navire de taille assez réduite, ces soldats devinrent pour Nestor ce que l'on appelle une audience captive. Il n'y avait aucun moyen pour eux d'échapper à son radotage permanent. Au bout de 3 jours, certains marins, excédés, se jetèrent à l'eau pour ne plus l'entendre. Mais les autres adoptèrent un parti plus raisonnable. Ils prirent chacun un aviron et, avec des forces décuplées par leur exaspération, battirent le record de la traversée de la mer Égée en un peu plus de 5 jours. Revenu chez lui bien avant tous les autres rois, Nestor eut alors le loisir de raconter les hauts faits de la guerre de Troie à tous ses visiteurs, et notamment aux parents, épouses et fils de ses camarades de guerre. Une fois encore, dans la suite de ce récit, nous aurons l'occasion de parler de lui. Teucer, frère cadet du grand Ajax et fils de Télamon, le roi de Salamine, était essentiellement un malchanceux. Pendant toute sa jeunesse, il avait vécu dans l'ombre de son frère aîné, qui était le préféré de Télamon. Pendant la guerre de Troie, bien qu'il fût le meilleur archer de l'armée grecque, il n'avait jamais tenu les premiers rôles. La seule fois où il avait eu l'occasion de briller, en s'attaquant à Hector, il avait reçu le bouclier de son frère sur le dos au moment où il allait lancer sa flèche. Depuis, il souffrait d'arthrose cervicale et ne pouvait plus tirer à l'arc. Tous ces déboires ne l'avaient pas empêché de faire toujours preuve, à l'égard de son frère Ajax, d'une affection et d'un dévouement sans bornes. C'est en particulier grâce à lui qu'Ajax, après son suicide, avait reçu les honneurs funèbres. À sa grande surprise, son voyage de retour se passa bien, et, en arrivant en vue de Salamine, il se prit à penser qu'enfin, pour lui, la chance allait peut-être tourner. Son père, Télamon, comme chaque jour, était sur la plage, attendant le retour éventuel de ses fils. Teucer saute de son navire et court vers son père. Sans même l'embrasser, Télamon lui demande anxieusement: « Où est ton frère »
Il est mort, hélas, répond Teucer. Quoi? Reprend Télamon hors de lui. Tu n'as même pas été capable de le protéger? Et, sans vouloir écouter les explications de Teucer, il le chasse pour toujours de son pays. Pour des raisons différentes, Diomède allait bientôt connaître un destin semblable. Celui que l'on appelait le sanglier de Calydon s'était couvert de gloire au cours de la guerre de Troie. Mais il s'était aussi attiré l'inimitié de deux grands dieux de l'Olympe. Il avait eu l'audace de combattre Mars sur le champ de bataille et de le mettre en fuite. Et il avait irrité Jupiter en assassinant 2 soldats troyens, malgré le serment qu'il leur avait fait de leur laisser la vie sauve. Lorsqu'il eut quitté Troie à la tête de sa flotte, Jupiter et Mars, pour une fois d'accord, allèrent trouver Neptune, le dieu de la mer, et lui demandèrent de déchaîner sur les navires de Diomède une violente tempête. Se voyant sur le point de couler, Diomède adresse une prière à Neptune. « Si tu apaises la fureur des flots, je m'engage à t'offrir en sacrifice le premier être vivant que j'apercevrai sur les rivages de Calydon. » Diomède ne pensait pas courir un grand risque, car il savait que les plages de son pays étaient peuplées d'une multitude de chèvres sauvages et d'oiseaux aquatiques. Il était donc à peu près certain que ce serait l'un de ces animaux qu'il rencontrerait d'abord en débarquant. Neptune ayant accédé à sa prière, la mer se calma, et Diomède put achever sa traversée sans histoire. Malheureusement pour lui, lorsqu'il arriva en vue du rivage de Calydon, il faisait nuit, et tous les animaux sauvages étaient endormis. En revanche, comme il le faisait tous les soirs pour faciliter le retour attendu de son père, le propre fils de Diomède avait allumé sur la falaise un grand feu à côté duquel il se tenait debout. Aux lueurs des flammes, Diomède l'aperçut. Respectueux de son engagement, il dut sacrifier son propre fils à Neptune. Indigné par cet acte barbare, ses sujets se soulevèrent contre lui et le chassèrent de son royaume. Il s'exila en Italie, où il passa le reste de ses jours à maudire le destin. Chapitre 32. Retour de Ménélas et d'Hélène. Ayant retrouvé Hélène lors de la prise de Troie, Ménélas lui avait généreusement pardonné son infidélité et avait décidé de reprendre la vie commune avec elle. Pour sceller leur réconciliation, il lui proposa de ne pas rentrer directement dans leur royaume, mais de faire d'abord une petite croisière d'amoureux dans les îles de la mer Égée. Il se sépara donc de sa flotte, qui prit la route directe, puis, ne gardant qu'un navire et quelques marins, il partit de son côté par le chemin des écoliers. Malheureusement, il n'avait aucun sens de l'orientation, et, après quelques mois de navigation nonchalante au gré des vents, il était complètement perdu. Il ne savait même plus si, par rapport à lui, la Grèce se trouvait au nord, à l'est ou à l'ouest. Apercevant une île, il décida d'y aborder pour renouveler ses provisions et, si possible, pour se renseigner auprès des habitants sur sa position. Tout d'abord, l'île lui parut déserte. Mais, s'étant avancé de quelques centaines de mètres, il eut la surprise de rencontrer une ravissante jeune fille qui se baignait dans l'eau fraîche d'une source. Lorsqu'elle se fut précipitamment couverte d'une tunique légère, ils firent connaissance. « Je m'appelle Idothée, » lui dit-elle, « et je vis seule sur cette île, avec mon père, Protée. Mais celui-ci est d'un caractère si sauvage qu'il se cache lorsque des voyageurs débarquent dans l'île et qu'il refuse obstinément de les rencontrer. » Ménélas, de son côté, dit à Idothée qui il était et lui raconta brièvement ses aventures. Charmée par sa conversation, Idothée lui proposa de rester quelques jours sur l'île. « L'île est très giboyeuse, » lui dit-elle. « On y trouve en abondance des cerfs, des chevreuils, des lièvres et des perdreaux. » Or, vous vous en souvenez peut-être, Ménélas était passionné de chasse. Il accepta donc avec plaisir l'invitation. Accompagné d'Idothée, il retourna à la plage où il présenta sa nouvelle amie à Hélène. Pendant les jours qui suivirent,
Ménélas passa le plus clair de son temps à chasser dans les bois, en compagnie d'Idothée. À chasser, mais aussi, la vérité m'oblige à le dire, à flirter un peu. Car, outre qu'Idothée était charmante, Ménélas n'était pas fâché de prendre une petite revanche sur Hélène. Celle-ci, jalouse, avait bien tenté de reprocher à son mari ses sorties prolongées et ses retours tardifs. Mais Ménélas l'avait vertement remise à sa place. « Comment oses-tu me reprocher d'arriver avec 10 minutes de retard pour le déjeuner alors que tu m'as fait attendre 10 ans ?» Pendant ses longues promenades avec Idothée, Ménélas avait demandé plusieurs fois à la jeune fille de le renseigner sur la position de l'île par rapport à la Grèce, mais elle l'avait assuré qu'elle l'ignorait complètement. « Seul mon père pourra te renseigner, lui dit-elle, mais il ne voudra jamais. » Cependant, devant les demandes pressantes de Ménélas, elle finit par accepter de l'aider. « Mon père Protée, lui dit-elle, est en réalité une divinité marine. Certes, ce n'est pas un dieu de première importance, mais il a le pouvoir de changer d'apparence à volonté, et il se sert de cette faculté pour se débarrasser des importuns en les effrayant. Si tu veux le voir et l'interroger, tu pourras le trouver tous les matins à l'aube dans une petite crique où il va chaque jour compter son troupeau de phoques. Mais cache-toi bien, car s'il te voit, il ne se montrera pas. Et, lorsque tu seras en face de lui, ne te laisse pas impressionner par ses métamorphoses. » Le lendemain, avant l'aube, Ménélas, accompagné de 3 de ses marins, se rend à la crique. Ils y trouvent étendus sur le sable une 50aine de phoques. Ils en tuent 4, les dépouillent de leur peau, s'en revêtent et se couchent au milieu du troupeau. Ménélas n'aurait pu supporter l'âcre odeur des phoques si Idothée, par précaution, ne lui avait remis un petit flacon d'ambroisie. Il en respire le contenu de temps à autre et découvre avec surprise que cet aliment divin, outre ses qualités diététiques, possède aussi des propriétés désodorisantes. Bientôt, Protée arrive sans méfiance. Il se promène parmi ces phoques qu'il flatte et qu'il caresse. Lorsqu'il passe près d'eux, les 4 hommes se dressent et s'emparent du vieillard. « Je ne te relâcherai, lui dit Ménélas, que si tu m'indiques le chemin de Sparte. » Protée refuse et, pour effrayer ses agresseurs, se transforme successivement en ours, en sanglier et en lion. Mais les 4 hommes le tiennent solidement et ne se laissent pas impressionner. Protée se transforme alors en eau, croyant pouvoir ainsi leur filer entre les doigts. Ménélas éponge aussitôt la flaque à l'aide de sa tunique, qu'il jette ensuite dans un trou de rocher et qu'il recouvre d'une grosse pierre. « Te voici désormais prisonnier, dit-il à Protée. Parle !» Vaincu, Protée s'exécute et fournit à Ménélas les indications nécessaires à son retour. Le même jour, Ménélas prenait congé d'Idothée, non sans quelques regrets, et s'embarquait pour Sparte, où il arrivait quelques mois plus tard, sans autre incident. Il devait y vivre paisiblement pendant de longues années, en compagnie d'Hélène, qui fut désormais pour lui la plus tendre, la plus fidèle et la plus enjouée des épouses.